Il y a quelques dizaines d'années, Brzezinski a d'abord présenté l'idée de Mackinder, suggérant que la diplomatie traditionnelle s'affaiblissait. En 1997, Zbigniew Brzezinski, l'homme derrière la merdique situation en Afghanistan, a écrit son livre populaire « Le Grand Échiquier ». Cet ouvrage a durablement incorporé la pensée de Mackinder qui affirme que celui qui contrôle le centre de l'Asie contrôle le monde dans la mentalité américaine de l'époque. Pourquoi l'Asie et pas l'Afrique, vous allez me demander? Après tout, l'Europe et la Chine se développent grâce à l'Afrique. Donc, pourquoi dans les années 90, la mentalité américaine est plus tournée vers l'Asie? Mais avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité et d'histoire. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D et 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous donc à ce numéro. Les informations supplémentaires sont en description. Dans les années 90, les États-Unis ont connu un changement significatif dans leur politique étrangère en raison de plusieurs facteurs, dont la fin de la guerre froide et l'émergence de nouveaux défis mondiaux. Pendant cette période, l'attention des États-Unis s'est déplacée de manière marquée de l'Europe et de la guerre froide vers d'autres régions du monde, notamment l'Asie. La fin de la guerre froide a conduit à une réévaluation des priorités géopolitiques des États-Unis. Les tensions avec l'Union soviétique ayant diminué, les États-Unis ont cherché à redéfinir leurs relations avec d'autres régions du monde. Dans les années 90, l'Asie a émergé comme une région économiquement dynamique, attirant l'attention des États-Unis. Des pays comme le Japon, la Chine et les économies tigres asiatiques ont connu une croissance rapide, suscitant un intérêt pour les États-Unis. Les États-Unis ont été témoins d'une transformation économique vers la mondialisation dans les années 90. Les marchés asiatiques devenaient de plus en plus importants pour l'économie américaine. Les années 90 ont également été marquées par un intérêt majeur des États-Unis pour le Moyen-Orient en raison de questions telles que le conflit israélo-palestinien. Non, c'est faux. Uniquement le pétrole. Les États-Unis n'étaient préoccupés que par le pétrole. Donc, l'Amérique voulait du pétrole, mais surtout avait peur de la croissance fulgurante des pays de l'Eurasie. D'ailleurs, le sous-titre de son livre est « La primauté US et ses impératifs géostratégiques ». Brzezinski avait déjà écrit dans son livre que, sans l'Ukraine, la Russie ne deviendrait jamais la puissance majeure de l'Eurasie. Elle va rester une puissance secondaire, mais avec l'Ukraine, la Russie le peut et le fera. Ainsi, la doctrine de Mackinder a été codifiée dans la loi canon états-unien pour ne jamais permettre une union. Et l'Ukraine est devenue ou est considérée comme la charnière autour de laquelle tournait le pouvoir central. Brzezinski a également dit que ce grand jeu d'échecs devait être dominé uniquement par l'Amérique du Nord. Il a déclaré, et je cite, « Non, personne d'autre ne joue. C'est un jeu où chaque participant agit individuellement. Quand une pièce d'échec est déplacée, les États-Unis retournent simplement le tableau et déplacent les pièces de l'autre côté pour eux. Il n'y a pas d'autres joueurs dans ce jeu. » Vous voyez le problème arriver, j'espère. Le dilemme actuel réside dans le fait que la notion de Mackinder, formulée il y a longtemps par Brzezinski, a persisté au fil du temps, entraînant l'affaiblissement de la diplomatie classique. Cependant, c'est Henry Kissinger qui a popularisé la célèbre idée de Mackinder, selon laquelle celui qui contrôle l'argent contrôle le monde, établissant ainsi l'hégémonie financière du dollar et du secteur bancaire. Mais Kissinger avait tort dès le départ. La vérité a toujours été que celui qui possède la capacité de production, les matières premières, la nourriture, l'énergie humaine et fossile, ainsi qu'une monnaie stable, peut changer le monde. Kissinger a négligé ces conditions essentielles et a plutôt centré les États-Unis sur la création d'une toile d'araignée mondiale de dollars armés. Remettre en question le dollar entraîne des sanctions. De plus, ce système a été amplifié par Wall Street qui a restreint l'accès aux milliards nouvellement créés uniquement pour ceux qui se conformaient aux exigences américaines. Kissinger a toutefois adapté la doctrine de la triangulation en faisant référence à Mackinder. Les États-Unis devraient chercher à s'allier soit avec la Russie contre la Chine, soit avec la Chine contre la Russie. Cependant, il est essentiel de ne jamais permettre une alliance entre la Chine et la Russie contre l'Occident. Le noyau du pays doit toujours rester divisé. Ces principes sont profondément ancrés dans la pensée de Washington. Pourtant, les idées sous-jacentes ont peu de pertinence aujourd'hui. La prédominance du dollar, par exemple, a indéniablement été une source de puissance pour les États-Unis, obligeant les autres pays à acheter et à détenir des dollars depuis les accords de Bretton Woods et les accords pétrodollars.
Cela a généré une demande artificielle importante pour le dollar, ce qui a bénéficié à Washington. Cependant, cette dynamique n'est plus aussi prédominante aujourd'hui. Washington en a fait trop. Il y avait un seul mot d'ordre: imprimer du dollar, peu importe les conséquences. Imprimer sans jamais vous arrêter. Ainsi, l'hégémonie du dollar est passée du statut d'outil de projection de puissance à celui de principale source de vulnérabilité des États-Unis. En termes simples, l'offre excédentaire massive de dollars et la dette en dollars de Washington ont transformé le dollar en une arme à double tranchant. Cela va maintenant à l'encontre de l'Occident. La base manufacturière occidentale, bien que financièrement importante, a été déclinée et rétrécie, entraînant une société américaine à deux vitesses et des inégalités massives. Le conflit actuel en Ukraine a mis en lumière les lacunes du pouvoir hégémonique, résultant particulièrement d'une base manufacturière négligée. Le Trésor américain a utilisé de multiples variantes: la dette, les taux d'intérêt qui ont été utilisés comme armes pour réduire à l'échelle le miracle économique japonais du début des années 1980. La France et l'Occident ont déployé la guerre pour mettre fin aux aspirations de Kadhafi à une sphère panafricaine utilisant un dinar or plutôt que le franc ou le dollar. Et puis il y a eu les sanctions sans précédent contre la Russie qui, paradoxalement, ont donné lieu à un regain de force économique russe plutôt qu'un effondrement financier. Là encore, nous observons les effets contradictoires du double tranchant des sanctions. Le Wall Street Journal a souligné que les Européens s'appauvrissent en partie en raison des confinements, mais surtout en adhérant au projet de réforme financière de Biden. En 2008, la zone euro et les États-Unis avaient des produits intérieurs bruts équivalents. Actuellement, l'écart de PIB entre les deux est de 80%. Le Centre européen d'économie politique internationale, un groupe de réflexion basé à Bruxelles, a publié un classement du PIB par habitant des États-Unis et des pays européens. L'Italie devance juste le Mississippi, le plus pauvre des 50 États, tandis que la France se situe entre l'Idaho et l'Arkansas, respectivement 48e et 49e. L'Allemagne ne sauve pas la face. Elle se situe entre l'Oklahoma et le Maine, 38e et 39e. Le salaire médian états-unien est désormais 1,5 fois supérieur à celui de la France. Cela valait-il la peine que des dirigeants européens hypothèquent l'avenir de l'Europe au nom de la solidarité de la Maison-Blanche? De toute façon, le stratagème des sanctions n'a pas fonctionné et n'ont d'ailleurs jamais fonctionné. Eh bien, les États-Unis et l'UE sont en train de vivre une nouvelle phase dans l'histoire géostratégique de Mackinder sur la manière d'empêcher l'émergence d'un cœur unifié. Cela ressemble à une variation du plan visant à réduire l'impact des avancées technologiques japonaises. L'outil utilisé, c'était l'accord de Plaza en 1985 qui consistait à manipuler les taux d'intérêt contre un Japon vaincu et conciliant, mais cela ne fonctionnera pas de la même manière pour la Chine. Au contraire, la Chine est actuellement confrontée à un siège technologique assorti d'une campagne de stigmatisation. Le dirigeant chinois est critiqué et l'économie chinoise est sous pression avec de plus en plus de technologies dont l'exportation ou la coopération est interdite. Chaque jour, les grands médias occidentaux mettent en avant les difficultés économiques auxquelles la Chine est confrontée. Ils disent que sa croissance fulgurante a ralenti. Une brève poussée post-pandémique s'est essoufflée et les analystes soulignent de profonds problèmes structurels qui compromettent les perspectives d'avenir de la Chine. Xi Jinping et la clique dirigeante ont du mal à relever les nouveaux défis posés par la maturation de l'économie chinoise. L'économie chinoise semblait autrefois le nouveau moteur du monde, comme le Japon l'a fait autrefois, mais un sentiment de stagnation s'installe. C'est vrai, l'attribution prolongée de l'économie chinoise par les États-Unis a entravé la croissance. Les exportations chinoises vers les États-Unis et l'Europe sont en baisse et le chômage des jeunes constitue en effet une préoccupation majeure des dirigeants chinois. Mais la Chine comprend bien qu'il s'agit d'une guerre, la guerre stratégique Mackinder. Lors d'un récent voyage à Pékin, le secrétaire américain au commerce, Gina Raimondo, a averti que l'incertitude ambiante, alimentée également par les mesures sévères prises par le gouvernement chinois à l'encontre des entreprises étrangères, rendait la Chine impossible à investir aux yeux des investisseurs américains. Arrêtez-vous un instant pour comprendre ce que dit le secrétaire au commerce. En gros, elle dit « Adoptez notre modèle économique ou on va vous bouder ». La secrétaire d'État Yellen a elle aussi récemment prononcé un discours sur les relations entre les États-Unis et la Chine, laissant entendre que la Chine avait largement prospéré grâce à cet ordre de marché anglo-saxon du libre fonctionnement, mais qu'elle s'orientait désormais vers une posture dirigée par l'État, une posture conflictuelle envers les États-Unis et leurs alliés. Les États-Unis souhaitent coopérer avec la Chine, mais entièrement et exclusivement selon leurs propres conditions, a-t-elle déclaré. Les États-Unis recherchent un engagement constructif, mais qui doit être soumis à la garantie de leurs propres intérêts et valeurs de sécurité.
Elle dit, je cite, « Nous communiquerons clairement à la RPC nos préoccupations concernant son comportement tout en nous engageant avec le monde pour faire avancer notre vision d'un engagement constructif. Un ordre économique mondial ouvert, juste et fondé sur des règles. » Yellen a terminé en disant que la Chine doit respecter les règles internationales d'aujourd'hui. Sans surprise, la Chine ne fera rien. C'est un parallèle exact avec ce qui s'est produit en 2007 au Forum sur la sécurité de Munich. L'Occident insistait pour que la Russie acquiesce au paradigme de sécurité mondiale de l'OTAN. Le président Poutine avait lancé un défi à l'Occident en disant « Vous le faites. Vous attaquez continuellement la Russie, mais nous ne céderons pas. » L'Ukraine est aujourd'hui le terrain d'essai pour ce défi de 2007. En termes simples, le discours de Yellen démontre un échec total à reconnaître que la révolution sino-russe ne se limite pas à la sphère politique, mais s'étend également à la sphère économique. Cela montre à quel point l'autre guerre, la guerre visant à sortir de l'emprise de l'ordre mondial dirigé par l'Occident, est si importante à la fois pour Poutine et pour Xi Jinping. Déjà en 2013, dans un discours sur les leçons tirées de la désintégration de l'Union soviétique, Xi Jinping avait identifié la cause de cette implosion dans les couches dirigeantes. La Chine n'avait jamais fait ce détour désastreux vers le système libéral occidental. Poutine a répondu que « La Chine a réussi de la meilleure façon possible, à mon avis, à utiliser des leviers de l'administration centrale pour le développement d'une économie de marché. L'Union soviétique n'a rien fait de tel et est le résultat d'une politique économique inefficace. » Washington et Bruxelles ne comprennent tout simplement pas. En termes simples, Jinping et Poutine pensent que le désastre soviétique a été causé par un virage imprévoyant vers le libéralisme occidental. En revanche, l'Occident collectif considère que l'erreur de la Chine pour laquelle elle mène une guerre technologique financiarisée réside dans son éloignement du système mondial libéral. Cette divergence analytique est profondément enracinée dans la pensée de Washington. Cela explique également en partie la conviction absolue de l'Occident selon laquelle la Russie est financièrement faible et fragile en raison de sa décision fondamentale d'éviter le système anglo-saxon. Le point cumulant est que Washington enfreint sa propre règle numéro 1 de Brzezinski qui est l'impératif de garantir que la Russie et la Chine ne s'unissent pas contre l'Occident. La grande question aujourd'hui est de savoir si la militarisation de la technologie en tant qu'impératif géostratégique visant à diviser le Heartland sera plus efficace pour atteindre cet objectif que ne l'a été la militarisation du dollar. Huawei a lancé il y a quelques jours son nouveau smartphone équipé du processeur interne 9000S fabriqué par la société chinoise de semi-conducteurs SMIC en utilisant un processus de fabrication de classe 7 nanomètres. Il y a moins d'un an, lorsque les États-Unis ont introduit une vaste série de sanctions contre l'industrie chinoise des semi-conducteurs, les experts ont juré que cela tuerait l'industrie ou au moins gèlerait son processus technologique au standard 28 nanomètres. La Chine peut désormais évidemment produire en masse des puces de 7 nanomètres de manière entièrement nationale. L'iPhone 14 Pro est doté de puces de 4 nanomètres. La Chine est donc presque à égalité avec peut-être 1 ou 2 ans de retard. En tout cas, la Chine a démontré que les efforts américains pour entraver Huawei et l'industrie chinoise des semi-conducteurs ont été inefficaces. Les sanctions ont rapporté quoi? Ils ont contribué à la construction d'un écosystème indigène de semi-conducteurs qui n'existait pas avant les sanctions. D'autres États comprennent que s'ils s'approvisionnent en semi-conducteurs auprès d'entreprises occidentales, les États-Unis n'hésiteront pas à transformer cette industrie en arme à des fins géopolitiques. Donc, l'Occident demande par ce comportement d'acheter chinois. Les stratégies de Brzezinski et de Mackinder sont en train d'échouer simplement parce que l'Occident est invivable, à l'image d'enfants pourri gâtés qui ne savent pas quand faire des caprices et quand se calmer. En tout cas, c'est un conseil de lecture. Allez lire si vous le pouvez Le Grand Échiquier de Brzezinski. Dites-moi donc ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.